uniquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot avec vous. Je suis ravie de vous retrouver. Il est actuellement 7h passées de 1 minute sur Westrack Radio. C'est parti pour 1 heure d'émission avec au programme la météo, l'infotrafic, la découverte d'un sport colombien avec JB, mais aussi la chronique Éco-Geste, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock de la semaine, Zombie. Bon réveil, on commence avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, pourquoi faut-il stériliser les œufs de goéland ? Chaque année, la ville du Havre mène une campagne de stérilisation des œufs de goéland argentés. La prochaine est prévue du 28 avril au 6 juin, ce qui représente un investissement de près de 100 000 €. Depuis 1994, la ville du Havre s'engage à réguler la prolifération de ces oiseaux en limitant leur reproduction. Leur présence en milieu urbain engendre certaines nuisances comme le bruit, puisque les goélands, surtout en période de nidification, printemps-été, crient. Ils peuvent également se montrer agressifs en voulant défendre leur nid. Leurs déjections riches en acide urique sont aussi à l'origine de dégradation des bâtiments, en particulier les façades et les toitures. La prolifération de cette espèce favorise en outre la dispersion des déchets. Pour toutes ces raisons, la reproduction de cet oiseau protégé doit être maîtrisée. Cette opération est d'ailleurs soumise à autorisation du ministère de la Transition écologique et fait l'objet d'un suivi permanent du groupe ornithologique normand et de la DREAL. Pour stériliser les œufs de goéland, une fine couche d'huile de paraffine ou d'un autre produit inoffensif est badigeonnée sur la coquille de l'œuf. Cette couche bloque les échanges gazeux, empêchant l'embryon de se développer. Les parents ne s'en rendent pas compte, ce qui limite une nouvelle ponte en remplacement. À Gainesville, un concert hommage au jazzman Louis Armstrong et Sidney Bechet. La salle du grenier à celle de Gainesville va résonner des airs de Louis Armstrong et de Sidney Bechet. Lors d'un concert hommage, les amoureux du jazz peuvent d'ores et déjà réserver leur place à tout petit prix. Du saxophone, de la clarinette, de la trompette, du piano, voilà de quoi se prolonger dans l'ambiance des clubs parisiens comme le Caveau des Lorientés de Saint-Germain des années 50. C'est ce que propose Philippe Écrepont samedi 26 avril à 19h30 au Grenier à Sel de Gainesville avec un concert hommage à Louis Armstrong et Sidney Bechet. Sur scène, les 8 musiciens offrent une belle proposition musicale chargée de swing et de nostalgie dont on ne se lasse pas. Les arrangements et la patine du son n'ont pas perdu une miette de ces superbes années. Une très belle façon de faire un voyage musical dans ce patrimoine du jazz New Orleans Revival. Le son et l'esprit des maîtres sont respectés avec des relevés d'arrangements correspondant à la période 1949-1959 pour Sidney Bechet et 1950-1971 pour la période All-Star de Louis Armstrong. Donc je vous rappelle que ce concert hommage à Louis Armstrong et Sidney Bechet aura lieu samedi 26 avril à 19h30 au Grenier à Sel, à Gainesville. Tarif 9 €, c'est sur réservation à la mairie de Gainesville. Nouvelle édition de la traditionnelle foire aux bestiaux de Saint-Romain-de-Colbosc, samedi 29 mars. La 146e foire aux bestiaux de Saint-Romain-de-Colbosc aura lieu samedi 29 mars. Au programme de cette 146e édition, des concours de bovins, caprins, ovins et équidés sur les 2 places du centre-ville.
La société d'aviculture de la Porte Océane sera présente avec lapins, poules, pigeons et autres volatiles ainsi que divers matériels agricoles. Une animation organisée par les jeunes agriculteurs et la Maison pour tous proposera un quiz aux visiteurs leur permettant de gagner des lots fournis par les commerçants de la commune. Il sera aussi possible de déguster de la viande de bœuf autour d'un barbecue géant. La spécialité gastronomique de la commune, le boudin, sera défendue par la confrérie du boudin de Saint-Romain. Gardienne de la recette traditionnelle, elle sera présente pour permettre aux visiteurs d'en déguster quelques toasts. Le marché hebdomadaire sera exceptionnellement déplacé vers l'avenue du Général de Gaulle. Je vous rappelle donc que cet événement a lieu samedi 29 mars de 9h à 13h. Vacances de printemps à Campagne de Caux, des activités sportives gratuites pour enfants et ados. La communauté de communes Campagne de Caux organise à nouveau le dispositif Pass Sport Vacances lors des vacances de printemps. Les inscriptions ont ouvert hier. Le Pass Sport Vacances est de retour pour les jeunes âgés de 5 à 16 ans et habitant le territoire de Campagne de Caux. Pendant les vacances scolaires du printemps, enfants et adolescents vont pouvoir bénéficier d'un dispositif gratuit de découverte et de pratique de plus de 40 activités sportives. Pour cette session, de nouvelles activités font leur apparition comme le vélo, Pékin Express et Astérix aux Jeux Olympiques, en plus de retour attendu du roller et bien d'autres disciplines adaptées à tous les niveaux. Inscription sur le site internet campagne-2-co.fr sur le portail famille. Handball National 1 féminine, 3e défaite de la saison pour le HB Octeville puni par Noisy en fin de match. Les Octevillaises ont concédé ce dimanche 23 mars contre Noisy leur 3e défaite de la saison, la première contre un membre du top 4 au terme d'un match intense dans lequel les défenses ont brillé. C'était pourtant le genre d'affiche qu'elles apprécient, le genre d'affiche dans lequel elles ont si souvent performé. Après s'être offert lors de 2 dernières journées, le scalp du 4e de la poule Rose Hand du 29, 36 à 24, puis du 2e Rouen 24 à 27, Octeville s'est finalement cassé les dents sur le 3e, Noisy-le-Grand 20 à 21. Privés de leur capitaine blessé, Marnie Valette, désormais chez l'adversaire, les piquantes d'Octeville ont connu un début de match compliqué face à une équipe de Noisy très agressive, 1 à 4 à la 8e minute. Coup dur supplémentaire, leur pivot Jessica Mémétage doit quitter le terrain, elle aussi blessée. Menée, les Octevillaises s'appuient sur Sanou Dia, efficace avec 6 buts pour reprendre les commandes, 7 à 6 à la 23e minute et virée en tête à la pause 11 à 8. Mais au retour des vestiaires, elle peine face à la défense solide de Noisy qui égalise puis passe devant. 13 à 16, malgré plusieurs égalisations en fin de match, 18-18, 19-19, 20 à 20, le HBO craque dans les dernières secondes sur un but francilien, 20 à 21, une défaite frustrante même si Octeville reste leader du championnat. Au Havre, les températures maximales devraient atteindre environ 10 degrés avec des minimales autour de 8 degrés. Le ciel sera partiellement nuageux, offrant une alternance de nuages et d'éclaircies. Il est également possible que quelques précipitations surviennent au cours de la journée, avec une estimation d'environ 2 mm de pluie. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est de moyen à dégradé. Et enfin, côté littoral, la marée haute est prévue à 7h22 avec une hauteur de 6,32 m. La marée basse surviendra à 14h11 avec une hauteur d'eau de 3,5 m. La marée haute suivante est prévue à 20h09, atteignant 6,62 m avec un coefficient de 44. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation.
Allez, après les infos et la météo, place à la musique. Voici deux nouveautés dans la playlist Westrack Radio. Snares de Bedroom et The Voids avec Blue Demon. 7h10, bonne écoute. Juste après, on regardera l'état de la circulation.
On vient d'entendre The Void, bon début de journée sur West Track, il est 7h18, on passe désormais à la fin trafic. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, ce matin au Havre, on remarque qu'il y a des points rouges sur la carte. Il y a notamment un embouteillage sur la rue de Verdun, mais aussi un embouteillage au niveau de la rue Anatole France et un bouchon carrément sur la rue Jean-Baptiste Hérise au Havre. Mis à part ces points négatifs sur la carte ce matin, on remarque que ça roule plutôt bien. Attention tout de même, il y a toujours des routes fermées, je vais vous les rappeler. La rue Cassini, il y a aussi la rue Jean-Jacques Rousseau, c'est une rue parallèle de la rue de Midoff. Près du bassin Vauban, il y a au niveau du quai Frissard et aussi cours Lafayette où c'est fermé. Et près de la plage, près du boulevard François 1er, vous allez avoir la rue Louis Brindeau et la rue Léon Buquet, ainsi que la rue Raymond Guénaud à côté du square Saint-Roch. Donc ces routes-là qui sont fermées pourraient créer des embouteillages un peu plus tard dans la matinée quand le flux s'intensifiera. Alors comme d'habitude, comme je vous dis tous les matins, faites bien attention et prenez le temps nécessaire si vous devez passer par ces rues-là ce matin. Quand on regarde sinon au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Montivilliers ou encore Harfleur, ça roule bien ce matin, rien à signaler. Sur le pont de Normandie, ça roule bien aussi ce matin, on remarque un petit peu de monde. Comme je vous le rappelle encore une fois, l'axe Honfleur-Le Havre est le seul axe en circulation, puisque l'axe Le Havre-Honfleur est fermé pour cause de travaux. Alors il y a un partage de voies, ce qui crée des embouteillages quand il y a plus de monde dans la matinée. Prenez le temps nécessaire. À la jonction de la 29 et de la 131, eh bien, ça roule bien. Et ensuite, quand on avance sur la 131, ça roule bien. Attention, il y a un petit ralentissement de Tancarville à la Serlangue. Mais mis à part ça, ça roule bien. Après, ça roule un peu mieux. Et ensuite, sur le pont de Tancarville, quelques ralentissements. Donc, faites bien attention ce matin. On retrouve maintenant JB, il va nous parler d'un sport d'Amérique du Sud. Un verre de pastaga, des bons copains et leurs boules, la pétanque. Merveilleux après-midi en perspective s'il en est. Un sport si simple, accessible à chacun du moment où on a au moins un bras. Ce sport si français qu'on pratique du sud au nord, qu'on croit si unique à la France. Bon, il y a bien la pelote basque qui ressemble vaguement, mais les Basques, c'est des Français, donc on s'en fout. Enfin bref, que nenni. Pourtant, au pays de Shakira, les Colombiens, ils ont une pétanque. Remplacer le pastis par de la bière locale, la piste de boules par une cible en argile, mais surtout, le plus important, des trucs qui font boum. L'heure est venue de se culturer sur le sport national colombien, le terreau. Qu'on se le dise, ne vous lancez pas dans le terreau si vous voulez perdre du poids. On se baffre et on s'enquille sans modération les spécialités régionales, pas des plus diététiques et pas super sexy non plus. Même pour de la bouffe de bar, on peut déguster des chunchulos. Donc les chunchulos, c'est des intestins de vache, des relenia qui, elles, sont des tripes fourrées au riz, de la poitrine de porc frite, du chicharrón, qui est l'équivalent français des gratons, et enfin de la papa criolla, qui sont des pommes de terre. Niveau boisson, faut se dire que ça y va aussi, tellement que les marques de bière sont les principaux sponsors des compétitions de terreau. On boit donc de la bière locale ou de la chicha. Rien à voir avec le narguilé, le chicha, c'est une boisson à base de maïs et de manioc. Une boisson qui, elle aussi, a une sacrée histoire. Elle daterait de 5000 avant Jésus-Christ, un temps très loin des considérations hygiéniques, vu que les femmes en charge de la préparation mâchaient le maïs et le manioc pour le faire fermenter. Voilà, la chicha, c'est quand même avant tout une boisson, un rituel que buvaient les tribus muiscas, les inventeurs du terreau. Voyez, comme tout est connecté, c'est quand même plutôt bien pensé. Donc on en buvait lors des mariages, des funérailles ou lors des cérémonies en l'honneur de Pachamama, leur divinité de la terre. Il y avait aussi parfois des tournées de terreau lors des sacrifices, ça rendait l'événement plus festif. Tuons des gens, certes, mais avant, un petit verre. Après, ça devait pas arriver si souvent, faut l'avouer, car contrairement à ce qu'on pourrait penser, les tribus mayas, inca, muisca,
ça sacrifie pas autant de gens que ça. En tout cas, du moins pour les Muisca. Le sacrifice chez eux, il est assez exceptionnel. Il n'y a que 2 cas où on autorise le sacrifice. Le premier, vous êtes un prisonnier de guerre et vous n'avez pas de bol. La seconde, vous êtes un moras. Alors un moras, c'est un enfant de 6 à 7 ans que les hauts dignitaires de la tribu achètent, donc déjà c'est pas foufou, sauf qu'en plus, c'était pour vous sacrifier au soleil, parce que les hauts dignitaires de la tribu étaient persuadés que les moras, ça pouvait parler au soleil. Donc disons-le, c'est une vie assez nulle. Le terreau dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, la tribu Muiscas, entre 2 vers de Chichas, ils ont inventé le terreau. Les origines sont floues, cependant, voilà les informations dont on dispose sur le sujet. Les indigènes, il y a approximativement v'là longtemps, étaient extrêmement pieux. Lorsqu'ils commettaient une faute, leur manière d'expier les péchés consistait à se réunir dans une cour. Depuis cette dernière, ils lançaient en direction de leur hutte des émeraudes, des bijoux, de l'or ou des plats. En soi, le dieu, il était bien gâté. De cette pratique religieuse est né ce qu'ils ont appelé le turquémé, ancien nom du terreau, également nom de la ville d'origine des Chibchas, autre nom de la tribu Muiscas, qui vivait dans les départements du Boyaca et du Cundinamarca, des villes situées sur le plateau andin oriental. Ça fait beaucoup de noms d'un coup, j'en conviens, j'en vais donc vulgariser la vulgarisation. Turquémé, c'est le sport, les Chibas, c'est les Muiscas, c'est le plateau andin oriental, c'est à gauche. Les caciques, les hauts dignitaires, les chefs de tribu, in fine, étaient les premiers joueurs de turquémé. On avait déjà les règles de base et l'outil. Bon, eux, ils n'avaient aucun problème d'inflation. Déjà, le mot ne devait pas exister. Et surtout, si je vous dis ça, c'est parce qu'ils lançaient des disques en or massif. Le but était simplement d'avoir le disque le plus près de la cible, le botsin. Vous l'aurez sans doute remarqué, jusqu'ici, nulle mention de trucs qui font boum. C'est normal, ils arriveront plus tard dans la vie du jeu, avec l'arrivée des colons. Ce qui peut quand même nous faire imaginer une scène assez cocasse avec des colons qui débarquent en Colombie, tombent sur la tribu Muiscas, ils les rencontrent. Les Muiscas, ils présentent le jeu aux colons et eux, ils se disent, allez, on va rajouter des explosifs, on va appeler ça des mécas. La face du monde en aurait été complètement changée, je pense, si les colons avaient découvert le football plutôt que le terreau. Au passage, laissez-moi donc vous raconter une petite anecdote autour de cette rencontre Muiscas-colons. Alors, les caciques, donc les hauts dignitaires, c'était des polygames. Problème, les colons espagnols, ils ont une passion, celle de christianiser, ou dit autrement, d'imposer une idéologie. Au moins, dans notre cas, la question du mariage se règle de façon ludique. Les femmes de chaque cacique devaient s'affronter à une partie de turquémé, donc de terreau. Celle qui gagnait restait avec le cacique. Quant aux perdantes, retour au célibat, retour sur Tinder. Une méthode super pacifique, étonnamment pacifique, vu qu'on sait que la colonisation par les Espagnols, ça n'a pas toujours été peace and love. Conséquemment à cette histoire vient la question ultime, comment est-ce donc qu'on y joue au terreau? Avant ça, petite historique du terreau de l'ère moderne. Le nom terreau et sa fédération apparaîtront en 1954. La popularité du sport ne faiblit jamais au cours du temps, tant et si bien qu'il devient en 1960 le 2e sport national après le football. En 2000, consécration, il est reconnu officiellement comme sport national. Et enfin, en 2019, consécration internationale, que dis-je, mondiale, le terreau rentre au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Les règles sont gravées dans le marbre, la ville de Turmeque devient officiellement le berceau de cette pratique intemporelle. Et évidemment, la nouvelle est très très bien accueillie en Colombie. Jugez par vous-même, la promotion du terreau rentre dans la politique du gouvernement, qui finance les tournois et soutient la ligue. Les universités et les lycées organisent des tournois. Il y a des matchs interlycées, des matchs interuniversitaires. Le bad boy du campus dans les films d'ados américains, c'est le quarterback de l'équipe. En Colombie, c'est le meilleur marqueur au terreau. J'en parlais auparavant, les entreprises de bière font aussi la pub du terreau. En plus de sponsoriser les compétitions, ils injectent un max dans les équipes tout en essayant de sublimer l'image du terreau. Les commerciales orientent leur sponsoring pour toucher les classes populaires et rendre le jeu attractif. Ce mécénat sportif, outre l'appel du flouze, permet de contrecarrer la couverture médiatique réduite autour du sport, notamment à cause de son image de loisir populaire. Si j'étais pédant, j'associerais 2 mots qui n'ont jamais, je pense, été associés ensemble. Je dirais qu'ils font une gentrification de la pétanque locale. Pour ceux qui n'écoutaient pas, en géographie, définition trop rapide et sans nuance, c'est quand les gens riches investissent un milieu d'ordinaire populaire. Oui, je sais, je suis pédant en fait, mais bon, trêve de parenthèse, parlons enfin des règles du terreau. Ce sport est ouvert à tout un chacun, équipe féminine, masculine, mixte. La seule restriction,
Ça pourrait être l'âge, le terreau se jouant majoritairement en bar, l'alcool coule à flot, les vieux messieurs boivent sans la modération adéquate et appropriée, ça pète de partout et je parlais bien évidemment des mécasses, un environnement qu'en soi on déconseille aux plus jeunes. Mais enfin bon, jouer au terreau mode d'emploi, c'est parti. Alors afin de jouer au terreau, il vous faudra en guise de terrain une piste longue de 19,5 m comprenant une zone de lancer grande de 2,5 m de large qui sont conséquemment, attention calcul mental, le fou dingo, séparés de 17,5 m de la surface de tir opposée. La surface de tir, elle est composée d'une planche de bois inclinée à 45 degrés. Dessus, on y met de l'argile, de la sorte, les terreaux s'enfoncent. Information des plus essentielles, si vous souhaitez vous lancer dans le terreau sans avoir de terreau, de palet métallique, le palet pèse 650 grammes, soit grosso modo une boîte de petits pois. Alors attrapez votre boîte de petits pois et commencez dès aujourd'hui l'entraînement. La cible centrale au terreau, ça s'appelle le boxing. On en a parlé très rapidement tout à l'heure avec l'arrivée des colons espagnols et qui, évidemment, ont introduit les mecas, les petits triangles qui explosent. Chaque participant, afin d'obtenir la victoire, va devoir marquer 27 puntos ou 21. 27 étant le score officiel des tournois. Le système de points, tant qu'on y est au terreau, un lancer peut vous octroyer 1 à 9 points. Un point, vous faites une mano. Le point revient au joueur dont le terreau est le plus près du boxing. Un peu comme au curling ou à la pétanque. 3 points, bravo, vous avez fait boum, vous avez marqué un mecha, vous avez fait péter un des triangles encerclant le boxing. Pendant un temps, je me demandais à quel point l'explosion est bruyante, y a-t-il une VAR ou quoi que ce soit, un arbitre lorsqu'on fait un mecha pour le valider? Eh bien la réponse est non. Pour valider un mecha, on le fait ça au bruit ou à l'apparition de la flamme générée par le boom. Mes oreilles sont formelles, quand ça pète, ça pète. L'emboccinada pour 6 points. La face supérieure de votre terreau est tout simplement tombée pile sur le boxing. Et enfin, le hat-trick, le coup du chapeau, l'ace qui renverse les parties, la monona, 9 points, un tiers du nécessaire permettant d'atteindre la victoire. Le lanceur est parvenu à atteindre le centre du boxing où réside un déclencheur relié au mecha autour du boxing. Gros boom, la foule est en délire. Je vous invite d'aller jeter un œil au compte officiel de la Fédération colombienne. Vous y trouverez pas mal de matchs et je vous conseille les matchs entre Boyacá et Cundinamarca, les deux régions ayant vu la naissance du terreau. Pour vous donner un ordre d'idée du prestige de ces rencontres, le football à FC Barcelone, Real Madrid, le terreau Boyacá, Cundinamarca. Le tennis a vu s'affronter Nadal, Federer, le terreau Boyacá, Cundinamarca, des références assez datées qui commencent à me faire croire que je suis un petit peu vieux. Enfin bref, les équipes elles peuvent compter jusqu'à 6 joueurs maximum. Néanmoins, pendant les parties amicales, on peut tout aussi s'affronter en 1 contre 1, 2 contre 2, et ainsi de suite. En Colombie, le prix d'une location pour une piste de terreau varie assez. L'un des prix que j'ai pu recenser tourne autour des 70 000 pesos colombiens. Impressionnant comme ça, mais c'est l'équivalent de 15 €. Une somme qui généralement incombe aux perdants de la partie. Donc autant vous dire que les radins sont plutôt forts au jeu. Pastichon Ernest Hemingway, le terreau est une fête. Plus que ça, une grande fête populaire. Les lieux où on y joue sont toujours ornés d'une décoration joyeuse. On y boit, on y mange, on parie des tournées. Et les monomas font se lever les spectateurs de leur siège. On aime les chiffres, alors en voilà de nouveau, vous verrez la popularité du sport. D'après l'équipe, le journal, l'équipe, citons les sources parfois, ça donne l'air sérieux, il y aurait 400 clubs professionnels et amateurs, des écoles dédiées à l'apprentissage du terreau et 23 ligues rien qu'en Colombie. Puis la Colombie, ce n'est pas le seul pays pratiquant. Pêle-mêle, le Venezuela, le Pérou, l'Équateur, le Brésil, les États-Unis, l'Espagne, mais pas la France. Bon, ça c'est dommage. Bon, il existe quand même, rendez-vous compte, un hymne national du terreau. Ça montre, je crois, à quel point les Colombiens sont fiers de ce sport, de leur sport national. On peut aisément les comprendre. Dites-vous que le terreau est plus vieux que Joe Biden, le prince Charles et Michel Drucker. Il englobe tellement de choses autour de la Colombie que sa place au patrimoine immatériel de l'UNESCO est amplement méritée. En un sport, on a quand même pu retracer l'histoire du pays, sa culture culinaire et détricoter un petit peu les mailles de son économie sportive. Puis enfin bon, il y a quand même des trucs qui explosent, c'est assez sympa. Très régressif, certes, mais assez sympa. Moi, je lance une levée de fonds. N'hésitez pas à me dire si vous voulez participer, on va bien se marrer. Je vous remercie grandement de m'avoir prêté votre attention pour ce numéro de Culturé,
une petite chronique où on apprend sur les pays, sur leur sport, sur leur culture en passant par la porte pas toujours utilisée du sport. Et comme toute émission mérite sa petite catchphrase, c'est le moment vu qu'on se quitte. N'oubliez pas que pour qu'on se porte bien, il faut se culturer. À la prochaine. I'm a fish out of water. I'm a pineapple on a sea of dough. I'm a fool to fold it, up 120 is the way you flow, you flow, you flow, is the way you flow. 'Cause I've been driving on the wrong side of the road for too long, and now it's time to go. I've been driving on the wrong side of the road for too long, and now it's time to go home. I'm a fish out of water, and I'm far from home. I'm a pie in a sweet shop. I'm your garden gnome. I'm a fool for your sweet shop. I'm a sucker for your taste. I'm a fly in a punch bowl, but I know my place. And now it's time to go home. And now it's time to go. I've been driving on the wrong side of the road for too long. I've been driving on the wrong side of the road for too long, and now it's time to go. I've been driving on the wrong side of the road for too long. I've been driving on the wrong side of the road for too long, and now it's time to go. I've been driving on the wrong side. C'était Franck Moody à l'instant sur West Track Radio avec son nouveau titre Driving on the Wrong Side of the Road. Très belle matinée à l'écoute de West Track. Il est 7h37. Tout de suite, votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Sobriété par-ci, sobriété par-là, on en entend parler un peu partout, mais au final, comment la mettre en place chez soi et surtout par où commencer? La fameuse chasse au gaspillage énergétique. Car en effet, en ce moment même, de l'énergie se consomme chez vous parfois sans que vous vous en rendiez compte et peut-être même de façon excessive. Mais ça tombe bien, on peut remédier à tout ça. Nombreuses sont les solutions pour réduire votre consommation d'énergie et éviter ainsi les dépenses inutiles. Avec des gestes qui peuvent être simples, vous pouvez avoir un réel impact sur vos factures, mais aussi sur votre empreinte énergétique. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans cette chronique Éco-gestes du mardi. Déjà, il faut savoir que les 4 principaux postes de dépenses énergétiques du logement sont à 59% le chauffage, à 21% l'eau chaude sanitaire, à 13% l'électroménager et à 7% la cuisson.
La cuisson. Pour commencer, vous pouvez déjà vous rendre dans la salle de bain. L'emploi de mousseurs de robinet de la salle de bain peut permettre de réduire de 30 à 50% le débit et l'usage d'un pommeau de douche économiseur peut permettre jusqu'à 75% d'économie d'eau. Tout ceci a de réelles répercussions sur votre consommation d'eau chaude et donc sur l'énergie nécessaire pour la produire. Pour l'électroménager et l'éclairage maintenant. Ici aussi, il est possible d'économiser en optant pour des appareils figurant dans les meilleures classes énergétiques possibles, au-dessus de A voire A+. Sur le long terme, il y a là aussi de belles économies d'énergie à la clé. Direction la cuisine maintenant. La cuisson représente en moyenne jusqu'à 7% de la consommation énergétique du logement, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Encore un poste que l'on peut réduire avec notamment une méthode simple, mettre un couvercle car ça permet d'éviter de gaspiller la chaleur quand on cuit quelque chose. Et enfin, on va s'intéresser aux appareils en veille. Là encore, ça gaspille. D'après l'ADEME, il y a en moyenne 15 à 50 équipements par foyer qui restent continuellement en veille et représentent une perte allant jusqu'à 10% sur la facture d'électricité. Les éteindre totalement représente donc une jolie économie et cela préserve aussi le matériel. Dans quelques minutes, il y aura le flash des infos locales, mais d'abord on part direction Seattle avec Never Gonna Get It Back de Sister, 7h39. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Au Havre, pourquoi faut-il stériliser les œufs de goéland ? Chaque année, la ville du Havre mène une campagne de stérilisation des œufs de goéland argentés, car leur présence en milieu urbain engendre certaines nuisances. La prochaine est prévue du 28 avril au 6 juin, ce qui représente un investissement de près de 100 000 €. Cette opération est soumise à autorisation du ministère de la Transition écologique et fait l'objet d'un suivi permanent du groupe ornithologique normand et de l'Adréal.
À Gainesville, un concert hommage aux jazzmen Louis Armstrong et Sidney Bechet. La salle du Grenier à Sel de Gainesville va résonner des airs de Louis Armstrong et Sidney Bechet lors d'un concert hommage le 26 avril à 19h30. La billetterie vient d'ouvrir et propose des tout petits prix, tarif 9 €, réservation à la mairie de Gainesville. Nouvelle édition de la traditionnelle foire aux bestiaux de Saint-Romain-de-Colbosc samedi. La 146e foire aux bestiaux de Saint-Romain-de-Colbosc aura lieu samedi 29 mars de 9h à 13h. Au programme des concours de bovins, caprins, ovins et équidés sur les 2 places du centre-ville. Vacances de printemps à Campagne de Caux, des activités sportives gratuites pour les enfants et ados. La communauté de communes Campagne de Caux organise à nouveau le dispositif Passe Sport Vacances lors des vacances de printemps. Les inscriptions ouvertes hier. Pour vous inscrire, direction le portail Famille sur le site internet Campagne de Caux. Et enfin, handball national 1 féminine, 3e défaite de la saison pour le HB Octeville, puni par Noisy en fin de match. Les Octevillaises ont concédé ce dimanche 23 mars contre Noisy leur 3e défaite de la saison, la première contre un membre du top 4, au terme d'un match intense dans lequel les défenses ont brillé 20-21. Au Havre, les températures devraient grimper jusqu'à environ 10 degrés, tandis que les minimales resteront proches de 8 degrés. Le ciel s'annonce partiellement nuageux, alternant entre passages de nuages et belles éclaircies. Quelques averses ne sont pas à exclure dans la journée, avec une prévision d'environ 2 mm de précipitations. L'indice de la qualité de l'air fourni par Atmo Normandie se situe aujourd'hui entre moyen et dégradé. Et du côté du littoral, la marée haute a eu lieu à 7h22 avec une hauteur de 6,32 m. La marée est donc en train de redescendre et elle atteindra son point le plus bas à 14h11 avec une hauteur de 3,5 m. La prochaine marée haute est prévue à 20h09, culminant à 6,62 m avec un coefficient de 44. Allez, place à la musique. Sans plus tarder, voici Meilleur du groupe marseillais Social Dance, 7h46 sur Westrack Radio. Après ça, on fera l'agenda sortie.
écoutez Social Dance sur Westrack, 7h48. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? C'est une question que l'on se pose souvent. Eh bien nous, on y répond tout de suite. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Dans le cadre de l'exposition photographique Fading into the Blue, Louisiane, les premiers réfugiés climatiques, la bibliothèque organise une rencontre entre Sandra Mel, la photographe, et Jennifer Buick, directrice adjointe du Lab Urba et professeure en aménagement de l'espace et urbanisme à l'université Gustave Eiffel de Marne-la-Vallée. Cette rencontre a lieu à 18h dans l'amphi 6 de l'UFR des Lettres et Sciences Humaines de l'université Le Havre-Normandie. C'est gratuit et l'entrée est libre. Et à 19h, rendez-vous au Volcan pour un spectacle immersif dès 7 ans. Glissez-vous sous le décor de ce spectacle magique et passez votre tête au travers. Il s'éveille à quelques centimètres de vos yeux émerveillés. Vous y découvrirez un paysage miniature, pop-up botanique d'une folle inventivité et qui éclot au rythme d'une nature aussi vivante que fantasmagorique. Nez à nez avec un jardin imaginaire, les spectateurs vont de surprise en surprise. C'est un spectacle conçu par le collectif franco-belge Ersatz, à la frontière entre théâtre d'objets, création plastique et marionnettes. Il invite à s'émerveiller des choses simples, tout en douceur et en délicatesse. Il offre aussi des clés pour porter avec poésie un regard neuf sur la splendeur du monde et sa fragilité. C'est un spectacle donc qui dure 50 minutes. Je vous rappelle, rendez-vous à 19h au Volcan. Tarif jeunesse, 5 €. Il est 7h50, alors avant de clôturer cette émission, voici Double Z de Zombie. Zombie, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Lucie vous en parlera plus en détail cet après-midi. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Double Z, Zombie, c'était la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et voilà, c'est le moment pour moi de finir cette émission. Le Réveil à l'Ouest, ça revient demain de 7h à 8h. Dans quelques minutes, il y aura le flash national et international. Et ensuite, Mathieu sera avec vous jusqu'à midi. Moi, je vous retrouverai ensuite de 14h à 17h pour une belle après-midi bien remplie. En attendant, portez-vous bien et belle matinée. Et pour clôturer cette matinale, on écoute Evan de Dick Dudley. All ready for Ivan. By the time I'm in the next morning, Ivan's had his way, and he's off to bed. He's sleeping while I'm working. It's like we're two sides of the same coin. I make 'em and he bakes 'em. I make 'em and he bakes 'em. I make 'em and he bakes 'em. It's like we're two sides of the same coin.